Bienvenue sur Savoir-faire digital. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment écrire et exécuter des tests en Python en utilisant le module doctest. Rappel, le docstring. Avant d'aborder la fonctionnalité doctest, rappelons ce qu'est une docstring en Python. Une docstring ou bien chaîne de documentation est une chaîne de caractères placée directement sous la définition d'une fonction, d'une classe ou bien d'un module. Elle sert à documenter le comportement attendu de l'élément concerné. Elle est située juste après la ligne de déclaration de la fonction ou de la classe et elle est encadrée par des triples guillemets. Exemple de bonne docstring pour une fonction. Une bonne docstring doit 1. Expliquer ce que fait la fonction sans entrer dans les détails de son fonctionnement. 2. Expliquer l'effet de chaque paramètre sur le comportement de la fonction. 3. Préciser le type de chaque paramètre si nécessaire. Cependant, une docstring, en plus de décrire l'interface d'une fonction, peut également servir à tester automatiquement son comportement. Voilà, ici nous allons utiliser cette fonction-là qui est là que vous voyez sur l'écran, la fonction square, qui veut dire carré, pour illustrer la notion de docstring accompagnée en fait d'un test. On va rappeler, une bonne docstring ou bien une bonne documentation doit remplir 3 critères. Le premier critère, c'est expliquer ce que fait la fonction sans entrer dans les détails de son fonctionnement. Ici, je pense que pour la fonction square, on a bien ici expliqué ce que fait la fonction. Return the square of the given number x. Étant donné une valeur, la fonction ne fait rien d'autre que retourner en fait le carré de la variable x. Le critère 1 est rempli. Il y avait un deuxième critère, c'est expliquer l'effet de chaque paramètre sur le comportement de la fonction. Donc là, vous voyez qu'en fait, le paramètre x n'a pas d'effet sur le comportement de la fonction. Ça ne sert à rien d'ajouter des détails par rapport à cela. Point numéro 3, c'est préciser le type de chaque paramètre si nécessaire. Ici aussi, ça ne sert à rien d'alourdir en fait votre docstring puisque c'est évident, rien que dans la description ici, return the square of the given number x, il est évident que x est un nombre réel, soit entier, soit décimal. Donc, ici aussi, on simplifie en fait notre documentation. Tous les 3 points sont remplis. On a expliqué l'interface de la fonction. Maintenant, on va passer au test. Par exemple, nous savons très bien que le carré de 0 doit être égal à 0. Et nous savons très bien que le carré de 2 doit être égal à 4. Nous savons très bien que le carré de moins 3, c'est 9. Donc, si notre fonction marche correctement, on doit respecter ces critères-là. En général, quand vous écrivez une fonction, vous savez nettement quel est le résultat attendu, étant donné le paramètre ou bien les paramètres de la fonction. Maintenant, est-ce que votre implémentation respecte ces valeurs attendues-là? Donc, c'est la notion de test-driven implementation ou bien development. On a défini en fait les valeurs attendues. Maintenant, on implémente et après on teste pour voir est-ce que la fonction remplit les critères attendus. Évidemment, le test doit être dans votre docstring. Mais les tests commencent toujours par un prompt. Donc, on commence d'abord avec les prompts. Donc, c'est les 3 signes supérieurs. Une fois qu'on a ces 3 signes-là, ou bien le prompt, tout simplement, function call, ou bien un appel de fonction. On a fait un appel de fonction avec le paramètre 0. Et après cet appel-là, sur la deuxième ligne, vous mettez quel doit être le résultat attendu.
évidemment, le carré de 0 doit être égal à 0. Et de même, on fait la même chose pour les autres cas. Ici, le carré de 2, 4, et le carré de moins 3 doit être égal à 9. Donc voilà comment on implémente une fonction avec une docstring et en même temps en mettant à l'intérieur de notre docstring des cas de test. Voilà, nous venons de finir l'implémentation de notre fonction avec sa documentation et les tests qui vont avec. Maintenant, nous allons vous montrer comment on peut exécuter ces tests-là. Pour cela, nous aurons besoin de doctest, qui est un module intégré à Python. Vous allez importer run docstring examples. Normalement, vous pouvez exécuter directement en fait le test, mais pour être beaucoup plus efficace, je pense que c'est mieux de définir, si vous voulez, une fonction particulière, si vous voulez exécuter par exemple les tests un à un. Bon, là j'ai appelé ma fonction runTest, donc vous voyez très bien que le paramètre, je lui passe une fonction, évidemment, parce qu'on veut tester une fonction, et après le reste est très simple, vous exécutez ceci, donc run docstring example, vous passez votre paramètre, donc la fonction donnée, ça vous mettez tout simplement global, et puis vous donnez en fait le nom ici, mais évidemment le nom de la fonction, ce n'est rien d'autre qu'en fait, nous avons passé le paramètre func pour fonction, et puis dot underscore underscore name underscore underscore. À partir de la fonction qui est passée, on va aller récupérer le nom de la fonction. Maintenant, pour exécuter, c'est très simple, vous faites tout simplement run test, et puis maintenant vous passez effectivement la fonction. Ici, c'était la fonction square, n'est-ce pas? Vous le voyez bien ici. Vous voyez qu'en fait, pour 0, on doit avoir 0. Pour 2, on doit avoir 4. Et pour moins 3, on doit avoir 9. Bon, il serait bien de tester aussi des nombres décimaux, mais c'est un peu plus compliqué parce que, bon, il faudra savoir à combien de chiffres il faut s'arrêter. Donc, pour ces cas de figure-là, c'est à vous maintenant de voir c'est quoi votre tolérance. Hein. Ici, pour illustrer, tout simplement, on va prendre des nombres entiers et on sait que ces carrés-là sont des carrés parfaits. Donc ici, on va exécuter le tout. Je vais faire run all pour exécuter le tout, aussi bien la définition de ma fonction que mes tests. Donc j'exécute le tout. Le résultat, ici, nous avons un problème. Bien sûr, les tests n'ont pas réussi. On a 2 alors que en fait, la valeur attendue était 4 parce que le carré de 2, évidemment, c'est 4. Là aussi, il y a un autre problème. Le carré de, normalement, moins 3 devrait être égal à 9, mais on a obtenu moins 3. Donc, c'est quoi le problème? Je pense que vous l'avez deviné, j'ai changé sans vous le dire l'implémentation de la fonction qui était une implémentation fausse. Donc, si l'implémentation n'est pas correcte, évidemment, vous allez échouer vos tests. Et là, vous allez voir qu'en fait, il y a un seul test qui a réussi. C'était le cas 0. C'est parce que l'implémentation était fausse, mais faisait passer ce test-là. Donc, on va donc retourner à la définition de notre fonction. Donc, vous voyez ici, j'ai fait return x qui n'est pas correct, alors qu'on devait retourner x fois x pour avoir un carré, évidemment. Run all again. On a tout exécuté, je pense. Et maintenant, vous voyez que normalement, voilà, il n'y a rien en bas. Donc, si vous ne voyez absolument rien après que votre test soit exécuté, ça veut dire qu'en fait, que votre implémentation est correcte, au moins pour ces cas de figure-là que vous avez testés. Je vais exécuter encore et vous voyez qu'il n'y a rien. Voilà, maintenant, nous allons passer à un deuxième exemple qui est un peu plus complexe et qui utilise la convention de Google pour les docstrings. Donc, en voici les points clés. Premièrement, la docstring décrit clairement ce que fait la fonction. Donc, je pense que vous le voyez, c'est une fonction qui calcule et retourne une moyenne pondérée. Nous allons utiliser la convention Google pour les docstrings. Ici, nous avons notre fonction, ou bien la définition de notre fonction, def, weighted average, et puis là, nous aurons 2 paramètres, values, weight. Donc, ce sera les valeurs ou bien les nombres pour lesquels nous devons calculer la moyenne pondérée. Weight correspond au poids. Ici, nous disons exactement ce que fait la fonction. Returns
the weighted average of a list of value. Donc là, c'est clair. Hein? Nous disons qu'en fait, notre fonction retourne en fait la moyenne pondérée d'une liste de valeurs. Évidemment, les valeurs, c'est ce que nous avons ici en premier comme paramètre. Deuxièmement, documenter les paramètres de la fonction avec leur type. Ici, par exemple, arg, pour dire que ce sont les arguments. On commence par le premier paramètre, values, et là, values, et on décrit ce paramètre-là. List of float ou int, des numbers. Donc là aussi, on clarifie. On dit qu'en fait, le paramètre values, ou bien valeur, correspond à une liste de nombres décimaux ou bien entiers, et ce sont les nombres pour lesquels nous devons calculer, bien sûr, la moyenne. Et après, il y a le deuxième paramètre, weight, ici. Là aussi, list of float ou int. Comme valeur, weight ou bien les poids, c'est aussi une liste. Donc, c'est une liste de nombres décimaux ou bien de nombres entiers. Là aussi, on explique, on met 2 points. The weight corresponding to each value. Donc, puisque les valeurs sont une liste, de même, les poids sont aussi une liste. Cette liste-là correspond bien sûr aux valeurs. Et maintenant, attention, il faut bien vous rendre compte du formatage. Après le point 1, après la description de ce que fait la fonction, selon la convention de Google, vous laissez une ligne vide. Après, vous mettez arg et puis vous mettez 2 points pour décrire les paramètres. Et pour les paramètres, vous allez à la ligne, vous mettez 2 espaces, vous décrivez donc les paramètres un à un. Donc ici, on décrit d'abord les valeurs et après, on décrit les poids. OK, on a fini avec le deuxième point. Maintenant, il faut aller au troisième point. Donc, on précise aussi le type de retour, en fait, de la fonction. Dans la description, sur la première ligne, on a bien dit qu'en fait, la fonction retourne une valeur qui correspond à la moyenne pondérée. OK, donc ici, même chose, on saute une ligne pour le troisième point. Et là, on met returns pour dire qu'en fait, ça, c'est la valeur de retour. Et après, on met, comme avant, espace, on met float, the weighted average. Donc, on dit que c'est le résultat. Voilà, après avoir précisé la valeur de retour, maintenant, on précise quelles sont les exceptions possibles. Les exceptions qui sont levées sont aussi documentées avec leurs conditions. On fait raises pour dire, en fait, en cas d'erreur. Par exemple, value error. Donc, s'il y a une erreur sur les valeurs, on décrit. Par exemple, ici, on dit if the lists are of different length or if they are empty. Si, par exemple, vous avez une liste de valeurs avec une liste de poids, alors que la longueur n'est pas, ou bien les longueurs ne sont pas les mêmes, évidemment, il y a un problème parce que à chaque valeur doit correspondre un poids. Ça, on dit que ce sera une erreur de valeur. Ou bien, if they are empty. Ou bien si je donne par exemple en fait 2 listes, alors que les 2 listes n'ont pas de nombre, évidemment, il y a un problème. Là aussi, on dira qu'il y a une erreur de valeur. Voilà la première exception qui, en fait, regroupe 2 types d'erreurs. Ou bien les 2 listes n'ont pas la même longueur, ou bien les 2 listes sont vides. Maintenant, on passe à une autre erreur possible, zero division error. Parce que quand on calcule une moyenne, évidemment, on doit diviser par quelque chose. Normalement, pour une moyenne pondérée, on doit diviser par la somme des poids. Donc ici, weights. Maintenant, si vous faites la somme et que vous vous rendez compte qu'en fait la somme est égale à 0, évidemment, vous ne pourrez pas calculer cette moyenne pondérée-là parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Là aussi, il faut tenir en compte ce cas de figure-là. Une fois qu'on a fini avec les exceptions, ici, dans cet exemple-là, on va passer aux tests qui sont utiles. Et là, par exemple, comme vous le voyez ici, je mets test et je mets 2 points. Et puis, il suffit juste de mettre en fait le prompt. Ici, votre appel de fonction. Dans le premier exemple, on donne 10, 20, 30. Et puis, pour les poids, on donne 1, 1, 1. Donc ici, tous les nombres ont le même coefficient. Donc forcément, la moyenne, c'est une moyenne juste arithmétique. 10 plus 20 plus
30 divisé par 3. Et là, normalement, vous devez vous retrouver avec 20. Maintenant, vous testez un deuxième cas. Donc, les nombres, c'est 4 et 6. Les coefficients, c'est 2 et 1. 2, c'est le coefficient de 4 et 1, c'est le coefficient de 6. Normalement, si vous faites cette moyenne-là, vous devez vous retrouver avec 4,6666. Un dernier cas valide, disons. Là, c'est 1, 2, 3 et puis 0, 0, 1. Bon, de toutes les façons, 1 et 2, les deux premiers nombres ne comptent pas parce qu'en fait, leur coefficient, c'est égal à 0. Donc, c'est seulement le 3 qui compte. Donc, c'est comme si vous avez un seul nombre. Donc, la moyenne, c'est bien 3. Et après, le cas où vous allez soulever en fait des exceptions. Ici, par exemple, je passe deux listes qui sont vides. Et évidemment, ça va soulever en fait une erreur. Value error. Maintenant, ici, vous faites très attention. Vous faites très attention parce que quand vous soulevez une exception, le résultat, vous allez faire exactement ceci. C'est ce qu'en fait, Python va écrire sur votre écran. Traceback, et puis vous mettez espace, et puis entre parenthèses, vous mettez most recent call last, et puis vous mettez les deux points. Alright? Vous mettez ça d'abord pour dire qu'en fait, il y aura exception. Après cela, à l'intérieur, vous mettez ces trois points-là pour dire qu'en fait, il y aura des informations. L'information dépendra de ce que Python va écrire sur votre écran. C'est un espace réservé à ce que Python va écrire dans ou bien sur votre écran. Et après cela, maintenant, vous donnez exactement le type de l'erreur ici, value error, et puis vous donnez exactement ce que vous allez imprimer vous-même dans votre programme. The list must be non-empty and of the same length. Ça, maintenant, c'est à vous de prendre en compte ceci. On va voir ça précisément dans notre code. Donc là, vous dites exactement que les listes ne doivent pas être vides. Et en plus de cela, les deux doivent être en fait de la même longueur. Maintenant, on va passer à l'autre. Par exemple, si je donne ceci, ce test-là, 1, 2 comme nombre, et puis pour la liste, je donne tout simplement 1. Évidemment, là, vous faites la même chose. Ça ne change pas. Hein. Si c'est une exception, vous mettez traceback, espace, et puis entre parenthèses, most recent call last, 2 points. Espaces réservés, qui sont représentés par ces 3 points-là que vous voyez à l'intérieur. La dernière ligne, ça ne change pas parce que c'est toujours en fait une exception sur les valeurs. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous tenez en compte dans votre code. On va le voir. Le mot-clé value error, vous mettez les 2 points, vous donnez la description de ce que vous avez mis dans votre code. Ça aussi, nous le verrons plus précisément. Le dernier cas, c'est le cas où on divise par 0 parce que tous les poids sont égaux à 0. Quand on fait la somme de tout, on va se rendre compte que c'est 0. Ça aurait été le cas aussi si j'avais mis 1 et moins 1 ou bien moins 1 et 1. La première ligne ne change pas. Les 3 points ne changent pas. Ce qui change maintenant ici, l'erreur maintenant ici, c'est différent. C'est 0 division error. Ça aussi, c'est à vous de tenir en compte ceci et de programmer ça dans votre code. Et puis le texte qui accompagne l'exception aussi, c'est à vous de définir ça dans votre code. N'est-ce pas? Donc voilà. Et vous voyez ici, on finit notre docstring. Il y a la documentation de notre fonction, mais en même temps, nous avons aussi mis des tests pour rendre notre fonction beaucoup plus solide. Maintenant, le reste, c'est très simple. On sait juste comment on fait le calcul d'une moyenne pondérée. Il y a plusieurs façons de faire cela, mais dans notre cas de figure, c'est très simple. On va d'abord tester tous les cas de figure pour soulever les exceptions possibles avant même de faire le calcul. Très bien. Maintenant, il y a le premier test ici. Ça, c'est très simple. Hein. C'est if length value différent de length weight or length value equal to 0. Donc, le premier cas, c'est quand les longueurs des deux listes ne sont pas les mêmes, ou bien quand la longueur, en fait, des valeurs égale à 0. On soulève l'erreur qu'il faut. Donc, on avait dit que c'est value error qu'on va soulever, et puis on met la description qu'on veut. Très bien, c'est clair. Et maintenant, si on est sûr qu'en fait, les valeurs sont bonnes, on fait le calcul des poids, ok, la somme totale des poids, et ça c'est facile. Hein. Maintenant, attention, il y avait une deuxième erreur, on ne peut pas diviser par 0, donc avant de faire le calcul, on va d'abord tester est-ce que
c'est égal à 0. Et si tel est le cas, là encore, on soulève une exception pour dire qu'en fait, la somme des poids ne peut pas être égale à 0. Maintenant, si on passe cela, c'est bon, parce qu'on n'avait que deux exceptions ici possibles, et on a tenu en compte ces deux exceptions-là. Si on passe le premier test et on passe le deuxième test, on peut faire notre calcul. Mais pour faire notre calcul aussi, c'est très simple. Nous avons appris à faire ce qu'on appelle list comprehension, ok? C'est pas la peine de perdre votre temps à faire en fait des détails ici. Un zip vous permet d'aligner en fait les valeurs et les poids. Donc vous le voyez ici, value and weight. Vous faites un zip et quand vous faites un zip, maintenant vous aurez des quoi? Vous aurez des couples. V pour la valeur et P pour le poids. Et puis une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait pour chaque couple, on fait V fois P. Donc on les multiplie les deux. Très bien. Et après, une fois qu'on aura en fait une liste maintenant de V fois P, on fait la somme sur le tout pour dire que maintenant on fait la somme. Voilà, très bien. On fait la somme des produits et après, une fois qu'on a la somme des produits, vous le voyez ici, attention à vos parenthèses et vous divisez maintenant par la somme des poids. Exactement. Voilà. Avant d'exécuter nos tests, faisons quelques remarques importantes concernant notre fonction. Lorsqu'on écrit une fonction en Python, il est important de gérer correctement les erreurs pour aider les utilisateurs à comprendre ce qui s'est mal passé. Dans notre fonction, les messages d'erreur étaient directement écrits dans les exceptions, ce qui peut entraîner de la redondance si le même message est utilisé plusieurs fois, des risques d'incohérence si le message est modifié à un endroit mais pas ailleurs, un code moins lisible si les messages sont longs. Ainsi, l'amélioration proposée est de définir les messages d'erreur comme des variables. Cela permet trois choses. Une meilleure maintenabilité qui permet de modifier le message une seule fois au lieu de le chercher dans tout le code. Plus de clarté, ainsi les messages sont centralisés et faciles à personnaliser. Moins de répétition, on pourra réutiliser le même message dans plusieurs exceptions si nécessaire. Donc les avantages de cette approche sont les suivants. Le code est beaucoup plus propre, donc les messages d'erreur sont séparés de la logique. Okay? Deuxièmement, le code est plus facile à traduire, ou bien plutôt les messages d'erreur sont plus faciles à traduire. Si l'application doit supporter plusieurs langues, il suffit de modifier les variables, et c'est tout. Troisièmement, réutilisabilité. Si une autre fonction a besoin du même message, on évite la duplication. Maintenant, quand est-ce qu'on doit utiliser cette technique? Il faut utiliser cette technique pour des projets où la clarté et la maintenabilité sont importantes. Ou bien si les messages d'erreur sont complexes ou souvent répétés. Ou bien encore pour faciliter les tests et les logs. Ainsi, les messages sont tous cohérents. Définir les messages d'erreur comme des variables améliore la qualité du code et réduit les risques d'erreur, concernant bien sûr les messages d'erreur. Donc, c'est pour cette raison-là que ici, nous avons, comme vous le voyez, défini par exemple nos messages d'erreur comme des variables. Évidemment, c'est des variables constantes, puisque c'est des chaînes de caractères. Par exemple, ici, on définit une variable value error message et on donne ici l'erreur et zero division message. Et là, on donne par exemple le message. Ainsi, on pourra bien sûr dans notre code utiliser maintenant ces messages-là, par exemple ici pour zero division message et pour value error message ici. Vous voyez qu'ici, en fait, cela rend le code beaucoup plus lisible et beaucoup plus clair. Voilà, maintenant on va finir cette présentation avec l'exécution de tous nos tests. Évidemment, nous avons déjà vu comment exécuter en fait un test singulier. Nous l'avons déjà montré quelque part ici. Là où vous utilisez run docstring example, vous définissez par exemple votre fonction particulière pour exécuter en fait un test singulier.
Maintenant, si on veut exécuter tous nos tests en même temps, il y a une façon beaucoup plus facile. Donc, c'est ce que nous avons fait ici. Et ici, vous allez voir qu'en fait, il y a deux options. La première, c'est ce que nous avons fait ici. If name equal to main. Ceci va nous assurer que les tests ne seront exécutés que si le script est exécuté directement. Vous pouvez implémenter en fait toutes vos fonctions si vous voulez. Vous mettez ces fonctions-là dans un fichier. Ce fichier-là peut être importé par un autre fichier et exécuter en fait ces fonctions-là. Dans ce cas de figure-là, vous ne voulez pas exécuter vos tests parce que vos fonctions sont importées. Ici, quand on exécute ce fichier-là, seulement les tests seront exécutés. Cette option-là nous permet de lancer nos tests que si le script est exécuté directement. Je pense que c'est clair. Maintenant, il y a une autre option, c'est l'option doctest.testmode. Soit on exécute nos tests et on aura un résultat silencieux si tous les tests passent. Ce sera en fait silencieux si vous voulez. Il n'y aura pas de sortie de programme. On aura uniquement un résultat quand il y a un test qui ne passe pas. Une autre façon aussi de tester nos fonctions, mais on veut aussi voir le résultat de tous les tests. Et ça aussi, je vais vous montrer cela. Donc, faisons le cas le plus simple. Donc là, je vais faire run all. Il n'y a pas d'erreur, tout marche. Je vais ajouter ici un argument à test mode. Je mets verbose, si vous voulez, et je mets égal, et puis là, je mets true. Dans ce cas de figure-là, je dis au programme d'afficher tous les tests avec tous les détails concernant les résultats des tests. Je vais exécuter cette cellule-là. Voilà le résultat. Le premier test pour la fonction carré, square. Le résultat, c'est 0. Expecting 0, ça dit qu'en fait, c'est le résultat attendu et tout est OK. Maintenant, pour le carré de 2, tout est OK. Pour le carré de moins 3, le résultat attendu, c'était quoi? C'était 9, tout est OK, etc., etc. Pour maintenant les moyennes pondérées, c'est la même chose. C'est OK. On avait besoin de 20. Là aussi, c'est OK. C'est 4,6. Là, c'est 3. C'est OK. Maintenant, là aussi, c'est OK parce qu'en fait, c'est ça qu'on voulait parce qu'on a donné des listes qui sont vides, etc., etc. Là aussi, c'est OK parce que c'est une erreur. On voulait quoi? On voulait avoir une erreur, value error, parce que ici, on a une liste avec une longueur de 1, alors qu'ici, la longueur, c'est 2. 0 division error, exactement ce que nous voulions. Voilà, ici, nous avons les détails. Pour la fonction carré, donc square, on a 3 tests. Pour la fonction weighted average, on a 6 tests. Donc, en tout, on a combien? 9 tests, 9 passed and 0 failed. Voilà, ça veut dire qu'en fait, tout marche comme prévu. Nos fonctions sont conformes à leur spécification. Avant de finir complètement cette présentation, nous allons dire quelques mots sur pourquoi nous devons utiliser le doctest. Le module doctest nous permet d'avoir une documentation auto-vérifiée, c'est-à-dire les exemples restent à jour avec le code. Aussi, pour des tests simples et intégrés, nous n'avons pas besoin d'un framework externe comme PyTest. Nous ferons d'ailleurs une présentation sur PyTest prochainement. Et puis aussi, le module doctest nous permet de faire de petits cas de test, ce qui est idéal et parfait pour, par exemple, des fonctions mathématiques ou les vérifications d'entrée et sortie. Ceci étant dit, maintenant, il y a des limitations. Le doctest n'est pas adapté aux tests complexes, par exemple les tests d'intégration. Une autre limitation est que cela peut rendre
les docstrines un peu longues si les tests sont nombreux. Ainsi, on conclut cette présentation et n'oubliez pas, si cela n'est pas encore fait, de vous abonner, de liker et de soutenir la chaîne. Merci, à la prochaine. Bye.